L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, est en crise. Elle est en crise parce que comme son acolyte, la CEDEAO, cette organisation ne respecte pas ses propres règles. Parmi les règles de cette organisation, il y a le principe de la présidence tournante de la conférence des ministres de l'économie et des finances de chacun des pays membres de cette organisation. Cette règle veut que la direction de la conférence ministérielle soit tour à tour assurée par chacun des États membres de l'organisation. Cette règle ne conditionne pas la présidence de la conférence ministérielle tournante par la nature du régime politique qui a lieu dans un pays. Parce que si cette règle était ainsi, la plupart des ministres qui ont présidé à cette conférence ministérielle n'auraient pas pu exercer son tour de présidence. Supposons par exemple qu'on ait dit que la condition pour présider depuis 1994 à la conférence ministérielle, c'était que le pays d'où vient le ministre président la commission interministérielle, que ce pays-là ait connu des élections irréprochables, démocratiques et incontestables. Si c'était cela la condition, eh bien, je vous donne juste un peu une liste des pays de l'UEMOA. Et on va voir quelle a été l'évolution de ces pays ces dernières années. Le Bénin. Le Bénin a été dirigé pendant très longtemps par un général qui avait pris le pouvoir par coup d'État en 1975, si je ne m'abuse, le général Mathieu Kérékou. Le Burkina Faso. Le Burkina Faso a été dirigé depuis pratiquement les années 60, la plupart du temps par des militaires qui sont arrivés au pouvoir par coup d'État. Depuis Aboubakar Sangoulé Lamizana, en passant par le colonel Saï Zerbo, le médecin commandant Jean-Baptiste Ouedraogo, le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, le capitaine Blaise Compaoré, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et aujourd'hui le capitaine Ibrahim Traoré. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a connu un coup d'État en 1999. L'UEMOA était déjà né. Quand le général Robert Gueye, au nom d'Alassane Dramane Ouattara, renverse le régime PDC-RDA du président Aimé-Henri Konan Bédié. Encore faut-il rappeler que pendant plus de 30 ans, la Côte d'Ivoire, sous le président Houphouët-Boigny, fut dirigée par un régime de parti unique. Il n'y avait pas de concurrence pour savoir qui doit être élu. La Guinée-Bissau, Astaghfirullah, un pays de grande turbulence, puisque c'est dans ce pays que l'un des coups d'État les plus sanglants a frappé un putschiste, le général João Bernardo Vieira, qui a été découpé en 1000 rondelles. Guinée-Bissau, un pays qui, tous les 3 ans, depuis d'ailleurs l'époque de l'assassinat du leader révolutionnaire, le grand camarade Amilcar Cabral, pays qui connaît un coup d'État, ou une tentative de coup d'État, dirigé aujourd'hui par un dictateur impénitent, imprévisible, verbalement incontinent, inconstant et illisible, le général Umaro Sissoko Embalo, lequel a d'ailleurs rabroué publiquement une délégation de la CEDEAO, alors qu'il avait été lui-même à l'origine d'une soi-disant initiative de mettre en place une soi-disant force anti-putsch qui allait imposer à la tête des pays voisins, entendez par là le Mali, le Burkina Faso et le Niger, des dirigeants soumis au néocolonialisme français, à l'impérialisme occidental, et qui feraient les 4 volontés, tout naturellement, des organismes de domination occidentale, moyenne-orientale et dictatoriale du continent africain. Je continue la liste des pays.
Le Mali, qui a été dirigé pendant plusieurs années, on le sait, par plusieurs militaires, à commencer par le général Moussa Traoré, plus tard le général Amadou Toumani Touré, plus tard encore le capitaine Amadou Haya Sanogo, plus tard encore le colonel Bandao, et aujourd'hui le général d'armée Assimi Goïta. C'est-à-dire que l'histoire militaire politique du Mali n'a pas commencé avec la naissance de l'UEMOA, elle existait avant. Je prends le Sénégal. Le Sénégal qui a été un pays de haute dictature civile sous Senghor, avec le soutien du néocolonialisme français, éliminant systématiquement toutes les forces révolutionnaires de la société sénégalaise, tel le fulgurant philosophe Omar Blondin Diop, assassiné dans les prisons politiques de Senghor dans les années 70, sans oublier l'élimination antidémocratique de son rival Mamadou Dia, qui a fini plusieurs années de sa vie en prison. On parle du Togo, c'est un pays qui est installé dans la tourmente du coup d'État depuis l'assassinat, commandité par les services néocolonialistes français et impérialistes occidentaux, du véritable patriote souverainiste libérateur de ce pays, son Excellence le président Sylvanus Olympio. Depuis l'assassinat d'Olympio et l'émergence d'Étienne Gnassingbé Eyadema, ce pays est capturé par une dictature militaro-civile impitoyable, dont les affres ont encore été visibles dans les répressions récentes des manifestations légitimes du peuple togolais, exigeant le respect élémentaire de sa souveraineté. Voici donc les pays qui composent l'UEMOA. Et un rapide parcours de l'histoire de ces pays montre qu'il n'y en a pas un seul qui puisse se présenter comme étant exempt de tout tourment, de tout épisode militaro-civil, en tout cas de tout coup d'État civil ou militaire. Vous prenez l'histoire du Bénin, vous prenez l'histoire du Burkina Faso, vous prenez l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui est sous l'emprise d'un putschiste civil, Alassane Dramane Ouattara. Vous prenez l'histoire de la Guinée-Bissau, l'histoire du Mali, du Niger, du Sénégal, du Togo, vous y retrouvez systématiquement une instabilité interne structurelle et une histoire de violation récurrente des principes dits de souveraineté démocratique, avec ceci de particulier, que dans tous ces pays se seront déroulés deux sortes de coups d'État. Les coups d'État néocolonialistes au service d'intérêts étrangers, c'est-à-dire ceux du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, et les coups d'État révolutionnaires populaires, tentant de replacer les peuples africains au cœur de leur destin. Voilà un tableau général des pays membres de l'UEMOA, à savoir dans le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo. Il n'y a pas dans ces pays-là un qui puisse se lever pour faire la morale aux autres, en disant, dans l'histoire de notre pays, il n'y a jamais eu de désaccord sur l'exercice de la souveraineté du pouvoir. Nous sommes tellement exemplaires. Nous sommes le modèle parfait de la démocratie ouest-africaine et seuls nous devrions par conséquent diriger la conférence ministérielle, interministérielle des ministres des Finances de l'UEMOA. Or, c'est au nom du principe de purisme en matière de gouvernance, au nom d'un principe de supériorité de gouvernance, au nom d'une hiérarchie morale infondée, qu'Alassane Dramane Ouattara, le plus grand déstabilisateur vivant en Afrique de l'Ouest, le plus grand ennemi de la paix du peuple ivoirien, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. C'est dans ce contexte-là qu'Alassane Ouattara se lève, ose se lever. Et mais on saura qu'il n'est qu'un ventriloque, car la voix de Ouattara n'est pas sa voix. Il se lève pour empêcher le principe du tour de gouvernance de la conférence des chefs d'État qui devait jouer légalement et légitimement en faveur du grand Burkina Faso.
Voilà la crise. Alors, on doit se poser la question suivante. Mais pourquoi Ouattara s'oppose-t-il à ce que le Burkina Faso exerce sa présidence tournante de la conférence interministérielle de l'UEMOA? On ne peut pas répondre à cette question si on ne sait pas ce que c'est que l'UEMOA. Créé le 10 janvier 1994, c'est ce que dit le site officiel à Dakar au Sénégal, l'Union économique et monétaire ouest-africaine est une institution sous-régionale qui regroupe 8 États côtiers et sahéliens. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Ils ont en partage, entre autres, une monnaie commune. Le franc de la communauté financière africaine, franc CFA, dont l'émission est confiée à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. C'est cette information qu'on trouve sur le site officiel de l'UEMOA. Or, je vous informe que c'est une information qui est fausse. Ces pays n'ont aucune monnaie en partage. Ils n'ont pas de monnaie commune. Car le franc, comme l'indique le nom ethnique de son nom, n'est pas une monnaie africaine. C'est une monnaie de la Banque de France, mise en place sous le général de Gaulle en 1945. Les étudiants africains qui vont sur le site officiel de l'UEMOA et qui lisent la phrase « Ils ont en partage entre autres une monnaie commune, le franc de la communauté financière africaine dont l'émission est confiée à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest », ceux qui lisent cette phrase et qui la reproduisent dans les devoirs de droit, d'économie, de sciences politiques, reproduisent un mensonge. Le franc CFA n'est pas la monnaie commune du Bénin, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. Le franc CFA, c'est la monnaie de la Banque de France. Il appartient à la Banque de France. L'Afrique n'est pas propriétaire du franc CFA. Voilà la première information scientifique qui vous permet de comprendre d'où vient la crise. Si on ne veut pas que le Burkina Faso exerce sa présidence tournante, c'est parce que le Burkina Faso n'a pas l'intention de présider la conférence interministérielle des finances de l'UEMOA en exécutant les 4 volontés du propriétaire de la monnaie, à savoir la France. Or, ah oui, je n'ai pas évoqué le Niger, mais l'histoire du Niger est très simple. Après la chute d'Amani Diori, il va y avoir Seyni Kounché. Et il va y avoir une succession de dirigeants militaires à la tête du Niger. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Après Seyni Kounché, on va avoir Ali Seibou. On va avoir après les Ali Seibou, les Mamadou Tandja, on va avoir les Baré Maïnassara, on va avoir jusqu'aujourd'hui, eh bien, le général d'armée Abdourahmane Tchani. Avant cela, on va avoir le putschiste civil Mohamed Bazoum, qui n'a jamais gagné une élection. Donc, en fait, il n'y a pas un pays là qui puisse dire, nous, on a une histoire politique lisse, voilà. Donc, j'ai oublié de rappeler le cas du Niger, je le rappelle. Mais revenons à mon argument. Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi on ne veut pas que le Burkina Faso exerce son tour? Alors qu'on a laissé la Côte d'Ivoire exercer son tour, le Sénégal exercer son tour, le Togo exercer son tour, la Guinée-Bissau exercer son tour. Pourquoi on ne veut pas tout d'un coup? Et pourquoi cet empêchement fait contre le Burkina Faso se fait ipso facto contre le Mali et le Niger? La raison est toute simple. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont engagés dans une dynamique de souveraineté. Ils ne veulent plus exécuter les 4 volontés de Paris. Car en fait, l'UEMOA n'est rien d'autre qu'une succursale de la Banque de France. C'est une succursale de la République française puisque le franc CFA est une monnaie française. Celui qui n'a pas compris cela est perdu. Comme à la tête du Burkina Faso, ce ne sont plus des valets de la France-Afrique. Ce ne sont plus des dirigeants soumis au néocolonialisme français, comme l'était Blaise Compaoré, comme l'était Michel Kafando, comme l'était Yacouba Isaac Zida, comme l'était Roch-Marc Christian Kaboré, comme l'était en dernière date Paul-Henri Sandaogo Damiba. Comme ce ne sont plus des dirigeants qui ont accepté de se soumettre à l'impérium français qui dirige à Ouagadougou, alors le propriétaire de la monnaie ne veut pas voir sa monnaie gérée par quelqu'un qui ne lui obéit pas. Écrivez ça. Tilana. Tilana Yomi. Tilana. Tilana. Dans d'autres langues, on dit Kosebe. Écrivez. Donc, en fait, ce n'est pas Alassane Ouattara qui s'oppose
à ce que le Burkina Faso préside la commission interministérielle. Ce sont les dirigeants français. Alassane Ouattara n'étant qu'un exécutant et étant un pur produit d'ailleurs de la Banque de France. Et il y a... vraiment, il faut écrire ça. Vous comprenez? Alors, mais pourquoi les dirigeants français ne veulent pas que le Burkina Faso préside à cette commission? Parce que le Burkina Faso va impulser des décisions conduisant vers l'émancipation monétaire ouest-africaine. Quelles sont les décisions que le Burkina Faso, sous le magistère du capitaine président Ibrahim Traoré, s'apprêtait à défendre et va défendre, tout comme le Mali, du général d'armée Assimi Goïta ou le Niger, du général d'armée Abdourahmane Tchani. Écoutez bien les décisions inévitables qu'ils doivent défendre. Premièrement, parachever le rapatriement de toutes les devises des pays ouest-africains qui séjournent encore dans les caisses de la Banque de France. Rapatriement de ces devises à la Banque centrale africaine. 1. 2. Évaluer les réserves d'or qui ont été transférées au Trésor français pendant toute la période néocoloniale datant de la période de la création du CFA jusqu'en 2025 et demander à la France de les rendre. Ça, c'est une deuxième décision qu'on ne veut pas voir entendre un pays évoquer. Troisième décision, exiger immédiatement de tous les pays qu'ils acceptent d'aller à une monnaie indépendante africaine ou alors que le principe de l'unité monétaire soit aboli. Voilà les trois décisions. Voilà les trois décisions qui sont combattues, mais qui sont pourtant soutenues par le Burkina Faso, par le Mali et le Niger. Il y a une quatrième décision qui est combattue. Exiger que désormais, l'UEMOA et la Banque centrale ouest-africaine fassent davantage crédit aux Africains, aux entreprises africaines, aux particuliers africains, qu'aux multinationales françaises, aux multinationales occidentales, aux multinationales moyen-orientales. Exiger que désormais une politique de patriotisme économique soit observée de Dakar, eh bien, jusqu'à Cotonou. Voilà la politique dont l'Alliance des États du Sahel est porteuse. Et c'est à cause de cette politique que la tutelle de la monnaie, le propriétaire de la monnaie, la France s'oppose à la montée en puissance dans l'organisation monétaire, eh bien, du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Est-ce que c'est clair pour vous tous? Bon, si c'est maintenant clair, maintenant, quelles sont les conséquences de ce refus? Mais les conséquences au niveau de l'UEMOA sont strictement comparables aux conséquences qui ont eu lieu au niveau de la CEDEAO. Ce qui a tué Makloklo est exactement ce qui a tué Maklakla. La CEDEAO est tombée en ruine quand elle n'a pas respecté ses propres textes. Quand elle a piétiné ses propres textes pour faire les 4 volontés du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental contre le Mali, contre le Burkina Faso et le Niger. Voilà comment la CEDEAO est morte. L'UEMOA va mourir de la même mort. À partir du moment où l'UEMOA ne respecte pas ses propres textes, le Mali, le Burkina Faso et le Niger commencent à avoir des raisons suffisantes de ne plus se sentir liés à des engagements unilatéraux à cette organisation. Alors pourquoi le néocolon français et ses alliés ouest-africains provoquent-ils la crise maintenant? Ils provoquent la crise maintenant parce qu'ils savent que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont en train de se préparer à créer leur monnaie, le Sahel. Et pour ne pas laisser au Mali, au Burkina Faso et au Niger le temps de peaufiner, de parachever les préparatifs de la naissance de leur monnaie, eh bien le néocolon français et ses agents, dont Ouattara Draman est le principal, a décidé de provoquer la crise un peu plus tôt pour mettre en difficulté le processus de naissance harmonieuse de la monnaie commune Sahel, maintenant que l'AES est déjà doté de sa banque d'investissement. Est-ce que vous avez compris? C'est ce que je devais vous expliquer ce soir. Il n'y a pas beaucoup, c'est pas très compliqué à comprendre. Alassane Ouattara a été chargé de provoquer la crise avec l'AES pour que l'AES soit perturbée dans son calendrier de sortie de sa monnaie. En provoquant la crise maintenant, on espère pouvoir précipiter une crise financière dans l'AES. Par exemple, l'UEMOA est instrumentalisé par les néocolons français pour provoquer une crise de trésorerie
et tenter d'empêcher le paiement des salaires. Le président Abdourahmane Tiani, lors de la conférence interprésidentielle avec ses homologues maliens et burkinabés, l'a évoqué ouvertement. Allez réécouter la conférence qu'ils ont tenue et les discours qu'ils ont tenus lors de cette conférence qui a été tenue à travers la méthode de vidéoconférence. Le président Tiani a dit, on voit très bien pourquoi on nous crée des ennuis, c'est parce qu'on voudrait nous mettre en défaut de paiement. On voudrait créer des crises salariales au Niger, au Burkina Faso et au Mali, espérant que ces crises vont provoquer des remous sociaux, que ces remous sociaux vont provoquer une révolte populaire et que cette révolte populaire va faire tomber les régimes révolutionnaires panafricanistes qui ont délogé l'armée néocoloniale française, qui sont en train de déloger les entreprises multinationales néocoloniales françaises et qui sont à l'origine du regain d'énergie souverainiste dans le continent. Est-ce que vous comprenez? Vous devez donc comprendre qu'il s'agit d'une bataille tactique et stratégique de très haut niveau. Ce qui se passe actuellement, c'est la souveraineté de chaque individu africain présent sur la planète qui se joue dans cette affaire. On essaye de procéder à l'étranglement financier et monétaire de l'AES. On essaye d'étouffer dans l'œuf le projet avancé de l'AES de se doter de sa propre monnaie, en la précipitant dans une crise financière monétaire aiguë qui aurait pour effet de provoquer un désaveu des populations. Vous avez compris? Alors, si c'est clair pour tout le monde, nous pouvons donc conclure sur ce premier point. Que faut-il faire? C'est la grande question que posait le camarade Lénine dans ces situations. Que faut-il faire? La première chose qu'il faut faire, c'est un travail de sensibilisation et d'explication aux populations. Parce que l'enjeu de toute cette affaire, c'est de casser le lien d'unité, le lien fort qu'il y a entre les peuples sahéliens et les trois régimes, maliens, burkinabés et nigériens. On veut créer une crise économique artificielle, parce que par cette crise économique artificielle, on espère faire tomber des régimes qui ont remis en cause le néocolonialisme. Il faut expliquer cela aux populations. Depuis les paysans des campagnes, les ménagères de tous les marchés, les hommes d'affaires des petites et moyennes entreprises, les hommes d'affaires des grandes entreprises, il faut l'expliquer aux banques, il faut l'expliquer aux enfants, aux adolescents, il faut l'expliquer aux étudiants, il faut l'expliquer aux syndicalistes, il faut l'expliquer aux corporations de tous les métiers, il faut l'expliquer aux opinions africaines. Il ne faut pas laisser cette crise-là se dérouler en off. Parce que ce sont les peuples sous-informés qui sont aisés à manipuler. Quand un peuple est informé et qu'il est traité comme un adulte par ses dirigeants, ce peuple-là peut lutter et consentir des sacrifices en sachant pourquoi il consent des sacrifices. Quand un peuple est sous-informé, quand on ne dit pas à un peuple ce que ses ennemis les plus farouches ourdissent contre lui, ce peuple sera surpris par l'adversité et pourrait se retourner contre les dirigeants de sa cité. Écrivez ça. Nyambou Mamé, Burkina Faso. Est-ce que vous avez compris? Aya Sebe. Écrivez ça. Tilana. Aya Mewa. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Donc, nous avons un premier devoir, c'est l'éducation populaire. Ne laissons pas les peuples à un niveau d'information bas. N'ayons pas peur d'expliquer les enjeux au peuple. Ce que font déjà très bien les dirigeants sahéliens. On doit redoubler d'ardeur dans la campagne de sensibilisation et d'explication. Ça, c'est le premier point. Deuxième point fondamental, il faut renforcer l'appareil sécuritaire. Car le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental et moyen-oriental n'utilise pas seulement l'outil monétaire et financier pour persécuter les mouvements de libération en Afrique. Ils utilisent ouvertement l'outil militaire à travers les mercenaires. Pendant très longtemps, ça a été les coups d'État. Pendant très longtemps, ça a été l'instrumentalisation des ethnies africaines pour les jeter les unes contre les autres. Pendant très longtemps, ça a été l'instrumentalisation des religions en Afrique.
pour jeter une communauté religieuse contre l'autre et fragiliser le pays. Pendant très longtemps, ça a même été l'instrumentalisation de leur soi-disant démocratie, qui consiste à tout faire pour que les partis politiques soient mono-ethniques, que chaque parti politique soit représentant d'un groupuscule ethnique, de telle façon qu'il n'y ait pas dans le pays une formation politique qui incarne l'intérêt général. Maintenant, ils ont choisi d'utiliser des terroristes qu'ils financent, qu'ils déguisent derrière le concept de djihadiste pour maintenir ces pays à feu et à sang et empêcher les dirigeants panafricanistes révolutionnaires d'accomplir le programme trilogique qui a été magnifiquement exprimé par le Mali. Défense de la souveraineté, défense de la liberté de choix stratégique des partenaires internationaux, défense des intérêts vitaux. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.